Aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une rencontre qui m'a vraiment fait réfléchir sur notre pratique en tant qu'orthophoniste. Il y a quelque temps, j'ai rencontré Léa. Alors Léa, elle a 38 ans, elle est porteuse de trisomie 21. Elle a de bonnes compétences orales, elle communique, elle mange, elle a une vie sociale et une vie professionnelle également. Le truc, qui fait qu'elle consulte en orthophonie, c'est qu'elle est prognate et elle a tendance à dévier sa mandibule. Alors les conséquences, eh bien en fait, ce sont des difficultés masticatoires qui s'installent, une fatigue aussi qui commence à se faire ressentir sur les temps de repas, un risque de fausse route qui augmente et une restriction alimentaire qui commence à se mettre en place. Alors je me suis demandé en voyant Élise, est-ce que on aurait pu éviter ça? Est-ce que une prise en soins précoce en orthophonie dès l'enfance aurait pu limiter cette évolution? Et la réponse est oui. C'est exactement ce dont je veux te parler aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre, il faut repartir des bases. Dans la trisomie 21, on a une hypotonie globale, en particulier une hypotonie bucco-faciale. La langue, elle est hypotonique, elle est souvent en position basse, elle est souvent protruse, la bouche est régulièrement ouverte, la respiration est buccale. Enfin ça, c'est quand il n'y a pas de prise en soin en orthophonie ciblée. C'est là en fait, c'est à ce moment-là que le cercle vicieux peut s'installer, puisque la langue, qui est le moteur de la croissance du maxillaire supérieur, eh bien, ne remplit pas le job. Quand elle est bien positionnée au palais, elle exerce une pression qui va stimuler la croissance de l'étage moyen de la face. Mais quand cette langue est hypotonique, quand elle est plutôt en position basse, eh bien cette stimulation n'a pas lieu. On se retrouve avec un décalage entre un maxillaire trop petit, une mandibule de taille normale, voire un petit peu projeté en avant. Et ce décalage entraîne des conséquences directes sur l'occlusion, du coup sur la mastication, sur la déglutition par conséquent, et plus largement sur l'alimentation tout au long de la vie. Et c'est là qu'on peut ajouter aussi un facteur aggravant, mais majeur notamment dans la trisomie 21, c'est ce vieillissement précoce. On sait que dans cette pathologie, des signes de vieillissement peuvent apparaître dès 40 ans et parfois même avant. Et ce vieillissement va toucher aussi la sphère bucco-faciale. Donc l'hypotonie s'accentue, la coordination motrice diminue, les capacités masticatoires peuvent ainsi se dégrader et en plus, s'il y a un prognatisme installé, avec les contacts dentaires qui ne sont pas optimaux, en fait les difficultés vont se cumuler. Et c'est exactement ce qui se passe pour ma patiente, à 38 ans. Elle commence à éviter certains aliments, la viande, les crudités, tout ce qui va demander un effort masticatoire important. Et derrière, on voit apparaître un risque de carence, mais une perte aussi de plaisir à table, un isolement aussi social à l'heure des repas, puisqu'en fait, ils sont plus difficiles. La prévention du vieillissement sur l'alimentation, en fait, donc le vieillissement et des conséquences sur l'alimentation, vous l'avez compris, ça commence bien avant 40 ans. Ça commence même dès les premiers mois de vie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, nous, orthophonistes? C'est de la prévention. On peut agir hyper tôt, en fait, avec ces petits patients. L'idée, c'est que notre intervention précoce est un impact direct sur la suite et sur la vie finalement de notre patient, en tout cas pour prévenir notamment les difficultés alimentaires et à terme le vieillissement précoce sur le plan aussi alimentaire. Si on améliore le tonus lingual, si on favorise la fermeture de bouche, si on installe une ventilation nasale, on agit directement sur le développement du maxillaire, on réduit le risque de prognatisme. Et les études le montrent, les enfants porteurs de trisomie 21 suivis précocement en orthophonie ont une langue plus tonique, mieux positionnée au repos, des lèvres, une bouche plus fermée, plus facilement fermée, et une déglutition qui est plus fonctionnelle. Et au-delà de la croissance faciale, on va préparer
les compétences masticatoires de demain, c'est-à-dire qu'un enfant qui apprend à mastiquer correctement, qui va explorer tout type de texture, qui va développer la sensorialité orale, c'est aussi un adulte qui aura plus de ressources pour maintenir son alimentation dans la durée. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va mettre en place dans nos prises en soins pour prévenir ces évolutions? La première clé, c'est la thérapie OMF, c'est la base. On va travailler le tonus des lèvres, le tonus des joues, de la langue. On va viser la fermeture de bouche au repos, la position de langue haute. On va essayer en tout cas de ne pas mettre en place ce cercle hypotonie, ventilation buccale, hypodéveloppement du maxillaire. La deuxième clé, c'est le travail du souffle et de la ventilation nasale, parce que respirer par le nez, c'est la condition pour que la bouche reste fermée. La troisième clé, ce sera de boire à la paille. Ça paraît tout simple, mais c'est un outil puissant. Boire à la paille sollicite les lèvres, et donc le tonus des lèvres, favorise une position de langue en rétraction dans la bouche. C'est un exercice fonctionnel qu'on peut mettre en place assez jeune, dès même 8 mois dans la trisomie 21. Et on en fait un outil du quotidien, pas juste un exercice en séance, c'est vraiment un objet fonctionnel du quotidien. La quatrième clé sera l'arrêt des habitudes de succion, que ce soit la tétine, le pouce, le biberon. Ces habitudes de succion vont maintenir la langue en position basse et peuvent aggraver le décalage. Alors petit à petit, mais on va essayer vraiment, on va viser cette diminution de succion non nutritive. Mais nutritive aussi d'ailleurs avec le biberon. La cinquième clé, ce sera le lien avec l'orthodontiste. On ne travaille pas seul, l'orthodontiste peut aussi intervenir précocement avec des dispositifs comme les plaques palatines, comme les éducateurs fonctionnels, qui vont compléter notre travail musculaire. Et le binôme orthophoniste-orthodontiste, c'est vraiment un levier quand même majeur qu'il faut qu'on explore pour guider cette croissance faciale. Et plus on s'y prend tôt, plus on a de marge de manœuvre, ça c'est quand même intéressant. Et enfin, la sixième clé, ce sera d'accompagner la diversification alimentaire de notre patient, la mastication. On s'assure que l'enfant est bien exposé à des textures variées, qu'il apprend à croquer, à mastiquer, à gérer le bol alimentaire, parce qu'une bonne mastication, c'est aussi un stimulus de croissance faciale, bien mastiqué, et bien va entraîner aussi donc, les fonctions, et donc permettre aussi une belle croissance du maxillaire. Et c'est surtout la meilleure prévention pour les difficultés alimentaires à l'âge adulte. Donc pour conclure, ce que la rencontre avec Léa m'a rappelé, c'est que notre travail d'orthophoniste ne se limite pas à l'enfance. Chaque geste qu'on va proposer en précocité de prise en soin, chaque stimulation, chaque accompagnement au niveau de la sphère orofaciale va avoir un impact sur la qualité de vie de la personne à 20, 30, 40 et au-delà. Donc si ce sujet t'intéresse, si tu veux aussi aller plus loin sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap et sur les troubles alimentaires, j'ai créé la formation Alimandi chez Happy Ortho qui aborde justement ces problématiques mais en profondeur, de manière très concrète, donc avec vraiment des outils clés en main. Donc n'hésite pas, toutes les infos sont en lien dans la description. Et donc, si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas aussi à la partager avec des collègues. Et on se retrouvera très vite pour d'autres contenus. À bientôt!